Eh ben, bonsoir, je suis Roua, je suis développeur C++. Je travaille principalement sur Unreal Engine. C'est un moteur de jeu de simulation. Et je veux présenter un concept qui est attendu avec le C++ 26, la réflexion, que Unreal Engine a développé son propre système de réflexion il y a beaucoup d'années pour que ça compile en éditeur. Et c'est un concept que... Bon, le problème, c'est que si on a une classe, par exemple player, pour sérialiser, la classe ne connaît pas ses arguments, ne connaît pas ce qu'elle a dedans. Le compilateur connaît ce qu'il a, mais il n'expose pas cette information. Donc pour sérialiser, on doit remettre ce qu'il y a dedans, la classe, pour avoir un JSON. Et si on ajoute un autre paramètre, on doit le rajouter au fur et à mesure. Donc ça pose un petit problème, bon, un grand problème en fait, en sérialisation, en debugging, logging et en testing. Et ce que Unreal Engine a fait, il a développé son Unreal Build Tool qui appelle le Unreal Header Tool, qui est développé par Epic Games aussi, qui lit des macros, je vais montrer le code de tout à l'heure, qui lit des macros pour savoir la classe, qu'est-ce qu'elle a dedans. Et là, il génère le code des metadata et puis il run la compilation normale de C++. Du coup, là, pour écrire un simple code, on doit avoir pour le struct un useStruct, sinon l'éditeur ne connaît pas ce que c'est. Pour la classe uClass, GeneratedBody pour générer le code. Pour une propreté, c'est uProperty. Pour une fonction, uFunction. Sinon, dans l'éditeur, ce que c'est Unreal, c'est il build l'éditeur et on peut changer les paramètres au runtime. Donc c'est la réflexion au runtime, ça. Sinon, on ne peut pas gérer les acteurs, ce qui se passe en fait. Et cette metadata, c'est importante pour l'éditeur et les blueprints, parce que Unreal, ça marche en C++ et en blueprint. Le garbage collector de Unreal et le networking et le replication system. Et l'idée de la réflexion au C++ 26, c'est pour une entité, on a un opérateur de réflexion. À lui, on peut demander, en fait j'ai un exemple. Ça c'est du pseudocode, ça n'existe pas. Cet opérateur, on peut lui demander qu'est-ce qu'il y a dedans la classe, quels que soient les paramètres qu'elle a. Et du coup, pour sérialiser, on n'a que demander qu'est-ce que tu as dedans, accéder les paramètres et c'est tout. Donc ça change trop pour le C++ natif. Et pour Unreal Engine aussi, ça change trop, mais Epic Games n'a rien dit concernant ce qui ça va changer. Le current state, c'est le C++ 26 a dit OK, on va intégrer cette fonctionnalité. Le Bloomberg a fait un fork de Clang. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez voir le repo sur GitHub. C'est tout. Bon, si vous avez des questions. C'est juste pour préciser, le fork de Clang il marche très bien. Hein. Le fork de Clang marche super bien, mais plus simple. Et GCC 16, qui a été release il y a à peu près un mois, gère aussi 100% de la réflexion. Voilà. Donc si vous voulez jouer avec, vous pouvez facilement. Il y a le MSVC qui ne supporte pas. Bon, ils n'ont rien dit. Oui. Ils n'ont pas encore communiqué dessus, on va dire. Oui, c'est ça. Je me ferai ces deux pendant ma presse. Merci. Alors, c'est si je ne me trompe pas, les slides, ça doit être simple. Ouais, c'est celui-là, ouais. Présentation. Oula. Alors, je me mets ici ou là. Où tu veux. La caméra est là-dessus. Ouais, histoire qu'on voit dans la caméra. La caméra est là-dessus, donc tu peux te mettre où tu veux. Ok. Bonjour tout le monde.
Ouais, justement, ouais, j'avais pas fait attention. J'avais préparé ça, mais bon, bah, c'est un petit easter egg, hein, écoute. Ouais. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà. Alors, le titre, on va parler de Boost.mat, qui est une bibliothèque qui est très connue dans le monde du C++, et de certaines de ses constantes. Et une de ces constantes, bah, vu que Vivien l'a spoil, c'est la constante d'Apéry, que certains doivent connaître, qu'on peut trouver dans le fichier d'entête constant.hpp. Alors on va d'abord donner quelques notes sur la constante d'Apéry, que j'ai mis dans les prochaines slides, avec des références. La constante d'Apéry est irrationnelle, c'est un nombre irrationnel. Cependant, ce n'a pas été prouvé que c'est un nombre qui est transsegmental. Bon, c'est le mot en anglais, le mot en français, je ne le connais pas. Donc si quelqu'un a la traduction, ça serait super. Transcendantal. C'est la même chose. Super, merci beaucoup Vivien. Mais, en revanche, on sait qu'il y a une forme de la constante d'Apéry en tant que période algébraïque, qui est notée ici. Alors ici, on a alpha. Ouais, c'est un peu dur quand même, hein. C'est des maths, mais vous inquiétez pas. Donc, on a alpha qui est égal à une intégrale bornée en bas. Ici, en bas de la borne, on a une fonction p. Une fonction p qui est une inéqualité. Bon. Avec une fonction q ici. Je ne vais pas donner tous les détails, mais si vous regardez les références, vous verrez que q est une fonction. Je vais essayer de me rappeler. Une fonction. Bon, je vais regarder après, mais après je vais essayer de répondre à une question si ça arrive. Et donc ici, on peut voir on peut voir une suite ici de nombres x index 1 de x à index n. X qui est un nombre dans R. Donc on a dx1 de dxn. Et donc en mettant alpha à la constante d'Apéry, on pourrait avoir cette forme-là qui est la forme périodique algébraïque. En très gros, c'est assez long, c'est quelque chose qui est assez long, qui est assez long à dire. Donc je vais passer à la prochaine slide. Je pense qu'il va être plus stimulant par rapport à des maths. J'aime bien, non mais c'est très bien, mais on va passer à... Ah non, non, attendez. Écoutez, c'est la 1.5. Alors, on a la référence ici, le fichier d'entête. Et on a ça. Alors, c'est une macro. Voilà, c'est une macro. Alors, zeta-tree, c'est la constante d'Apéry. Avec bon, c'est 1.1,20 exposant, voilà, 0,0. Donc, c'est un très grand nombre, irrationnel, quoi. Et on a sa représentation en tant que chaîne de caractères, comme vous pouvez le voir ici. Et vous allez me dire, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on l'écrit de cette manière-là? Alors, premièrement, il y a des raisons de performance. Deuxièmement, c'est plus facile à écrire en macro que d'une autre manière. On va prendre le fruit le plus bas de l'arbre. Et la troisième raison, c'est ce lien que j'invite aux personnes qui ont leur téléphone d'essayer de cliquer. Est-ce que on peut y accéder? Allez voir, c'est très amusant. Peut-être. T'inquiète pas. Ça a décidé de me... T'inquiète pas. Donc voilà. Alors ici, on a une série de nombres. Je pense que vous avez reconnu les trois premiers chiffres. Donc, ce site est très cool parce que vous avez toutes les nombres irrationnels et leurs propriétés. Donc, c'est un dépôt et ça s'appelle oeis.org. Alors ici, on peut voir quelques commentaires, comme par exemple son aka, also known as. Et donc, on peut voir qu'il y a quelques quotes, par exemple de Stan Wagen et d'autres personnes. On peut aussi voir des références, comme par exemple de Conway et de Richard Kegai. Tac. Voilà. Et je pense que je vais essayer d'aller sur cette slide-là. Bon, ça c'est le CDN.
Bon, Epic fait. Alors attends, tu fais comme ça et voilà. Je vais essayer de retourner en arrière. Alors maintenant, en retournant en arrière sur cette slide-là, vous avez compris pourquoi c'est un peu dur à exprimer maintenant. Donc voilà. Je vais m'arrêter sur cette note-là et je vais commencer à prendre des questions. Donc, allez-y. Ouais. Elle sert à quoi les constantes? Vas-y, répète la question. Attends, il y a le micro si tu veux. La constante, elle sert à quoi en fait? J'ai pas compris. La constante, bah, je sais pas, mais j'ai quand même. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui servent pas à grand chose, mais qu'on trouve des utilités plus tard. Donc, non, c'est une question qui est très intéressante, vraiment. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, par exemple la constante d'Apery. Bon, moi, je suis pas le plus qualifié pour parler de théorie des nombres, donc voilà. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que euh, comment dire ça? C'est quelque chose que j'ai trouvé dans le code source, que j'ai reconnu avec Zeta-Tree, donc la constante d'Apery. J'ai aussi connu ses propriétés, j'ai fait quelques recherches, donné des références, donc sa forme algébraïque, ses propriétés que j'en ai donné, donc deux. Donc je conseille de regarder la référence sur Matworld de Wolfram aussi, ça donne une référence, quoi, une idée de la constante de la chose. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que ceux qui ont fait de la théorie des nombres doivent reconnaître cet élément à droite. Donc si je posais la question, si fonction de zeta de Riemann, ouais. Et donc ouais, c'est quelque chose qui est assez cool. Et attends, attends, je vais lui donner le micro. On est bon. J'ai gagné ma soirée. Eh oui, non parce que c'est quand même assez intéressant de parler de tout ça. Donc vu que tu connais la fonction zeta de Riemann, Waouh, je la connais de nom, ouais, je l'ai jamais ouais, vraiment de nom, rencontrée. Mais... ouais, ouais. C'est la fonction, c'est une fonction qu'on calcule normalement sur des nombres complexes. Des nombres complexes. Et elle est connue pour avoir des zéros qui sont soi-disant, c'est la conjecture de Riemann, alignés sur. Hypothèse, ouais. Je sais plus combien ça vaut là. Enfin, il y a deux, non? C'est ça? Je sais plus quoi. Si on peut chercher, on peut trouver. Ouais, je sais plus. Alors pour répondre à l'autre question, la constante d'Apery, il y a deux utilités. Alors si tu es physicien, elle apparaît dans le développement limité du troisième ordre du ratio du moment cinétique de l'électron sur sa vitesse de rotation. La radioactivité, quoi. Voilà. Et sinon, en informatique, alors j'ai jamais compris l'algo, il y a un algo qui s'appelle un algo de couverture aléatoire minimum de graphe. Et elle apparaît dedans parce que à un moment donné, il faut une constante pour calculer la manière dont on relance le processus de sélection. Et a priori, celle-là, elle marche bien, donc voilà. Bon bah ouais. Hein. Voilà. C'est la constante, quoi. Bon bah, je vous remercie. Ah pardon, excuse-moi. Attends, je vais te passer. Ah moi j'aime bien faire passer le micro à quelques personnes. Hello everyone. In English will be fine. Sorry? English will be okay. If Yeah, I it's ask it okay. in- Just go ahead. So- In fact, I wanted to do this in English since Okay. I'm much more comfortable with it. But yeah, go Yeah. ahead. So this it's considered like a big number, right? Yeah, This a rational number. Yeah, we don't really know the full digit behind this 1.20. I was just curious about Yeah, how yes. is Sorry. how exactly it is implemented inside. How there is a big int library in C++. Yep. Which like as far as I know, it splits those digits into chars, and then when you want to do some operations like plus, minus, can you do those operations on it, on those numbers in this library, or? Well, technically yes, but you would be better off using a specialized library such as Boost Math Okay. for it, because the standard library is great for like general purpose usage. But Yeah. for scientific cases, you would be better off using a library that is literally made for it. Okay, so it's like has some added value for scientific purpose. Come again? Because Sorry.
what is the added value of this library? What are the additional operations on? So there's the Euler constant, the zeta 2 function constant as well. There is the Kepler constant. I think if someone have seen the header, there's also the Kepler constant as well, if I recall correctly. No? All right. So it's an hypothesis. So so yeah, does that answer your question? It like has several constants inside which Yeah, we can so- reuse like for yeah. Yeah. Okay, and how is it implemented? Do you know? Is it like how does it take this big number? Because apparently we cannot put it on the int register, right? We Yeah, have to I split get it. your question. So Yeah, you're yeah. basically asking which container we use in order to store this number. So Boost Math have specific containers for that, yeah. So if I recall, it's basically using SIMD, sorry. And to store this kind of irrational numbers, you would be using those, because I'm not sure if that fits on like int 8. So yeah, I mean yeah. So yeah. Any other questions? Yeah. In English, no? Oh, In okay, English, fine. go ahead. Anything. Si tu peux remettre la formule, il y a peut-être une interprétation en simulation que tu pourrais faire si tu imagines des lots de 3D à Ouais. plusieurs faces. Donc 3D à 2 faces, 3D à 3 faces, 3D à 4 faces. Et après, tu veux voir peut-être quelle est la probabilité d'avoir des lots de dés qui arrivent tout le monde sur la même face. Ça doit ressembler à un truc comme ça, en fait, où tu multiplies des probabilités et tu les sommes. Donc multiplier, je veux toutes ces occurrences à la fois, ou alors toutes les occurrences, etc. Donc c'est une manière de dire que je ne serais pas étonné de voir ça arriver dans des probas. Ouais, c'est grâce à la somme que t'as fait ce lien. Ouais, le produit et la somme. Ouais, la somme, ouais. Comme ça. Bon. Vous avez d'autres questions? Pour la blague, c'est 1 sur zeta 3 qui apparaît dans les trucs de probabilité. D'accord. 1 sur zeta 3, c'est la probabilité que si tu prends 3 nombres entiers au hasard, le plus grand des 3 est pas divisible par la somme des cubes des deux autres. Ah, c'est sur les nombres complexes, c'est pour ça. Au fait que les nombres soient premiers entre eux ou whatever. Voilà, alors, ouais. Alors ça, c'est Non. il existe une série, celle de Dirichlet, qui est sur l'ensemble des complexes. Ouais. Et donc, par exemple, par exemple avec la fonction zeta de Riemann, c'est utilisé dans les mathématiques physiques, si je me trompe pas. Et ouais, c'est vachement utile. On retrouve ça partout en fait, cette hypothèse de Riemann, mais ouais, c'est comme pi, on sait pas. Ouais. Ouais. Je trouve quand même plus pi que zeta quand même. Ouais. Ouais. Bon, bah vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Bon, bah merci. Alors. Et un troisième lightning talk. C'est celui-là? Allez, parfait. Hop. Tiens, c'est une pince. Gros bouton, t'avances. Alors, si tu peux juste mettre le micro à l'extérieur. Gros bouton, t'avances, bouton du bas, tu recules. C'est bon? Bonsoir tout le monde. Et à propos de ce Lightning Talk, je vais parler de l'outil Alit. Qui d'entre vous ont déjà utilisé cet outil ou bien le connaissent, peuvent lever la main. C'est bien. Et donc, pour vous situer dans le contexte de comment j'ai découvert cet outil, c'est-à-dire que je voulais développer un logiciel de traitement de photos. Et donc, derrière ça, je devais réfléchir à plusieurs problématiques telles que l'architecture du code, la gestion des modules, etc. Et l'une des problématiques dans laquelle j'ai été confronté, c'est la gestion de traitement d'une image.
c'est-à-dire comment gérer la pipeline, comment par exemple appliquer des opérations, on va dire, de contraste, de saturation, ajouter du noir dans une image, et le tout en temps réel, c'est-à-dire ne pas avoir de latence au niveau de l'interface graphique. Et donc, il y avait plusieurs solutions. Donc, c'était soit de s'orienter vers du back-end GPU, ou bien soit utiliser des instructions SIMD très avancées. Et aussi, derrière ça, il fallait gérer le parallélisme. Et donc, si je prends exemple sur certains logiciels qui existent, il y en a qui utilisent des instructions purement CPU couplées avec l'assembleur qui sont très avancées. Et il y en a qui utilisent aussi du back-end GPU tel que OpenCL. Et donc, parmi l'une des problématiques, par exemple, si je prends une image en 4K, et donc sur cette image, à la fin, on a 33 millions de valeurs à manipuler. Et donc, la plus grosse, on va dire, que je devais résoudre, c'est comment modifier, faire des opérations, appliquer des opérations sur cette image avec un faible temps de latence. Et c'est là que j'ai découvert l'outil Alid. L'outil Alid, qu'est-ce qu'il permet? C'est-à-dire en un seul code, il permet de générer des instructions SIMD. Il permet aussi de générer du code SHADA pour le GPU. Et ça, c'est son plus grand avantage. Concrètement, c'est quoi Alid? C'est un Embedded Domain Specific Languages. Il est orienté traitement d'image, tableaux multidimensionnels, pardon, et c'est un langage déclaratif. Comment ça marche? Il est séparé sous deux concepts. On a la partie algorithmique, c'est-à-dire dans un bout de code, on écrit notre formule mathématique, que ce soit une formule de contraste, etc. On a la partie scheduling, c'est-à-dire comment le code il doit être exécuté sur la machine, sur le GPU ou bien sur le CPU. Et l'un des avantages d'Alid, c'est qu'il permet de faire la décomposition de l'image en région. C'est-à-dire, on ne va pas prendre l'image telle qu'elle est, par exemple, du 2K ou bien du 1K, et faire le traitement directement. Alid, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de séparer l'image en des régions. Par exemple, sur cet exemple, on a du 32 x 32, et donc, le Alid, il charge l'image directement sur le CPU, au niveau du cache. Et donc, le traitement se fait directement au niveau du cache CPU. Et donc, pour chaque thread, que ce soit en CPU ou en GPU, il va gérer une tuile d'image. Et ça, c'est l'un des avantages. Ça permet de manipuler facilement la décomposition d'une image. Et son plus grand avantage, c'est la pipeline de traitement. Par exemple, si on souhaite appliquer une suite d'opérations à une image, on réfléchit par exemple, je fais un traitement de luminosité. Après, à la fin, j'obtiens un résultat, je le stocke vers la RAM, puis j'applique une nouvelle opération. Ça peut créer un goulot d'étranglement au niveau du transfert entre des fois la RAM et le CPU ou bien le GPU. Et c'est là ce qu'intervient Alice, ce qui permet grâce à son système de découpage en région. Tout d'abord, il va traiter la première opération. Les données temporaires seront stockées soit au niveau de cache L3 ou bien au niveau de la RAM. Et suite à cela, il va automatiquement appliquer la deuxième opération sur cette même région. Il va ensuite appliquer la troisième opération sur cette même région d'image. Et donc, ça va nous permettre d'éviter à chaque opération de stocker l'image temporaire au niveau de la RAM et d'éviter les allers-retours. Et bien sûr, Alid, il permet de faire la gestion du boundary exception. Par exemple, si on souhaite, on a besoin ou bien on doit accéder à un pixel ou bien à un élément qui est en dehors de notre tableau d'image, Alid, il a implémenté des algorithmes de sécurité pour éviter d'accéder directement à un pixel ou bien une image qui est en dehors de notre tableau, en répétant les pixels ou bien en utilisant d'autres algorithmes. Et donc ça, c'est pour une comparaison de performance ça date. C'est en 2016, ça a été fait par l'équipe de recherche qui ont créé Alid.
Et Adobe elle-même, elle a participé à la création de cet outil. Et même cet outil, il est utilisé actuellement dans Photoshop ou bien dans Lightroom pour la gestion des opérations. Et on va prendre par exemple un filtre. Et là, pour le filtre de bilatéral, avec un code en C++, et sur une architecture x86, avec 120 lignes de code, ça a pris 150 millisecondes pour le traitement. Et pour le CUDA, c'est 370 lignes avec 2,7 millisecondes. Et lorsqu'on va sur Alid, le code d'algorithme Alid, c'est 34 000 par rapport aux deux autres. Et par rapport au temps d'exécution, c'est 14 millisecondes sur le processeur CPU, sur le CPU et 2 secondes sur une GTX 980. Bon, bien sûr, après cela, il y a eu le GPU s'est beaucoup amélioré, donc ça c'est un benchmark assez ancien, mais c'est pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'avec Alid, en un seul code, on a pu créer notre algorithme, et c'est ce qui change, c'est juste comment l'exécuter sur la partie CPU, la partie GPU. Et donc, pour donner un exemple plus concret d'Alid, on va faire une opération de flow. Comment ça marche? On a notre image. La première étape, c'est de faire un balayage au niveau horizontal de l'image. Par exemple, on est au pixel 1, et donc ce qu'on fait, c'est on calcule la moyenne de ses voisins, le x1-1, le pixel x1 et le pixel 1 plus 1, et on divise par 3. À la fin, on va obtenir une image temporaire, et avec cette image, on va refaire le calcul, mais d'une manière verticale sur l'axe des Y. Et donc derrière ça, il faut gérer l'image temporaire. Où est-ce qu'elle doit être stockée? Est-ce qu'on stocke dans la RAM et puis on fait l'opération? Et ça, il y a une problématique de temps réel derrière ça. Et là, j'ai pris un exemple du papier de recherche qui a été fait par rapport à LEED. Ça, c'est le premier test. Et ça, c'est un code naïf sans optimisation ni rien. Ils parcourent le pixel un par un, une fois d'une manière horizontale et après d'une manière verticale. Et la donnée, elle est stockée en RAM. Et donc, pour le benchmark, ça a pris 6, millisecondes par mégapixel. Et là, c'est un code optimisé pour une architecture x86. Et là, on utilise les instructions SIMD plus OpenMP pour la gestion du multithreading. Et donc ça a pris 0,30 millisecondes par mégapixel. Ça, c'est une optimisation. Mais le problème derrière ça, si on souhaite changer d'architecture CPU cible, on est obligé de refaire pour chaque filtre, pour chaque opération, de définir on va dire, sa propre optimisation. Et là, c'est juste pour orienter CPU. Et pour le GPU, ça, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'avec le C++ 26, avec l'introduction dans la standard de SIMD, je pense que ça va résoudre ce problème des architectures cibles. Après, je ne connais pas en détail. Et là, ça, c'est le code Alid. Il est beaucoup plus simplifié, il est beaucoup plus facile à lire. C'est un langage déclaratif. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on sépare la partie algorithme et la partie exécution. Et là, j'ai mis en commentaire la partie algorithme. Ça décrit de comment on souhaite notre formule mathématique qu'on souhaite utiliser. Donc ça, on a l'axe des X, on divise par 3. Et là, on a l'axe des Y, on divise par 3. Et là, c'est notre code du scheduling, c'est-à-dire de comment on souhaite que le code s'exécute par rapport à cette formule mathématique. Et donc, pour entrer en détail, tout d'abord, on prend notre image, on donne les coordonnées, les paramètres à Alid, on définit le découpage de notre région. Donc, on dit que on découpe notre image en 256-32. Donc, chaque thread va, en termes de CPU, va prendre cette région et il va traiter par rapport à cette région. Et donc, c'est plus facile de définir la limite pour chaque image, pour chaque sous-région d'image. Et pour vectorize, ça, c'est une instruction SIMD. C'est le nombre d'instructions en un cycle d'horloge.
Et pour le parallèle, c'est tu prends l'axe des Y et tu leur appliques chaque 32 pixels sur l'axe des Y, on lui affecte un trait. Et là, c'est blur.compute@, c'est-à-dire ça, c'est pour relier le tableau, le tableau temporaire par rapport à notre tableau des X, c'est-à-dire le résultat qu'on va obtenir par rapport à lorsqu'on fait le passage, le balayage sur l'axe des X, on stocke les résultats par rapport aux régions sur toujours la mémoire cache. Donc c'est pour éviter de stocker les données au niveau de la RAM et faire des allers-retours pour que on refait une passe au niveau de l'axe vertical. Et vraiment l'importance dans Alit, c'est vraiment d'utiliser au maximum les mémoires cache du CPU ou bien du GPU. Et là, c'est un exemple plus ou moins complet. Avec Alid, on peut utiliser n'importe quelle librairie tant qu'elle exporte un objet vector en retour. Donc ça, c'est juste un outil d'Alid, mais on peut utiliser OpenCV ou bien d'autres librairies. Ça, c'est le même algorithme. Et c'est cette ligne de code qui va exécuter Alid. Et donc, on a vu par rapport à la partie CPU, ça, en vectorize parallèle, ça c'est la partie CPU. Et ça, si on souhaite par exemple lancer sur le GPU, on a juste à spécifier en paramètre le backend GPU qu'on souhaite utiliser. Est-ce que c'est du Vulkan, c'est du CUDA, ou bien du Metal, ou bien du DirectX, ou bien on peut directement faire un benchmark, ou bien détecter par rapport à l'OS. Et par rapport à Lead, il y a deux manières d'exécuter le code. La première manière, c'est le just-in-time. Ça, c'est pour le prototypage. Et il y a le mode de compilation, ahead of time. Et donc, sur cette partie-là, on décrit notre algorithme, on décrit notre scheduling. Et à la fin, on va générer un code en parallèle. Ça va générer un fichier objet et un fichier header qu'on va utiliser par exemple dans un autre projet ou bien dans le même projet on génère les fichiers et on va dire on va paramétrer sur notre fichier CMake ou bien notre fichier. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a fait du manual scheduling, c'est-à-dire c'est nous on a modifié par exemple la taille de la région ou bien la vectorisation. Alid propose, on va dire, de l'automatic scheduling, c'est-à-dire on ne va pas toucher sur la partie scheduling. Ça va être fait d'une manière automatique ou bien on peut faire d'une manière manuelle. On peut aller encore plus loin sur les systèmes distribués. Et par rapport aux inconvénients d'Alid, c'est-à-dire qu'il y a le mode just-in-time, mais c'est uniquement pour le prototypage. Et on est obligé, on va dire, de compiler, de générer des fichiers objets, des fichiers header et les ajouter à notre projet. Un deuxième problème, c'est que Alid utilise LLVM en backend. Et donc, on est obligé, si on souhaite compiler Alid, on doit compiler LVM avec. Donc, ça peut prendre jusqu'à 2 heures, 3 heures de compilation, sauf si on télécharge directement des binaires pour le CPU. Zéro prêt à l'emploi, c'est-à-dire qu'on doit tout réécrire nous-mêmes pour les opérations mathématiques, etc. C'est pas comme OpenCV, on a déjà des filtres déjà prédéfinis, très optimisés, on doit tout réécrire nous-mêmes. Et par rapport au débogage, c'est difficile parce que vu que c'est un langage déclaratif, et par exemple, si on souhaite obtenir les résultats par rapport à une image intermédiaire, ça c'est impossible d'une manière visuelle. Et par rapport à Lead, il marche sous forme de grille. Par exemple, si on souhaite demander à OpenCV de nous extraire d'une image les points forts, et donc il va nous donner un tableau qui regroupe tous les points forts du coordonnées x et y. Alors que Halid, non, il va nous donner directement l'image en elle-même, et donc on est obligé de faire une itération pour récupérer les points d'intérêt d'une image. C'est tout comme conclusion.
C'est-à-dire que Alid fait le support du GPU, du CPU, il est performant, il est utilisé par Alid, il est utilisé par les outils d'Adobe. Il est même actuellement en train d'être implémenté par OpenCV. Euh, et donc, oui, c'est ça. Je vous remercie. Si vous avez des questions ou bien. Par rapport à la transformation de Fourier que tu avais montré en exemple, est-ce que ça a été benchmark Attends, voilà, Fast Fourier Transform. Ça veut dire quoi, thousands? Est-ce que tu as un nombre bien Oui. précis ou ça vient du papier directement? Ça vient du papier de recherche directement. Et ça a été fait sur un GTX 980 en 2016. Ok. Et la grille bilatérale. Ouais, ok. C'est juste pour savoir parce que. Ouais. D'autres questions? Très bien. Je pense que les... Oula. Et du coup, c'est un produit que des images. On peut l'utiliser pour faire du compute? En fait, il est orienté sur des calculs tableaux multidimensionnels. Ouais, ok, ok, ok. Donc, peu importe l'image ou si c'est pour autre chose. Donc, c'est des tableaux à la fin. Thank you very much. Je voulais savoir quel est le lien entre Alid et OpenCV. Concrètement, il n'y a pas de lien. Alid, c'est un outil pour le traitement d'images, c'est-à-dire sur le traitement de tableaux multidimensionnels, c'est-à-dire c'est nous qui produisons nos propres formules mathématiques pour qu'à la fin on obtienne un résultat, alors que OpenCV il est plus spécialisé, c'est-à-dire il propose ses propres solutions, ses propres filtres, ses propres optimisations. Par exemple, si on souhaite faire une opération, la plupart du temps, elle va être déjà implémentée par rapport à OpenCV. Alors D'accord. OpenCV, il contient énormément de modules par rapport à ça. Et on va dire la différence fondamentale, c'est à ce niveau, c'est à ce niveau-là. Oui, c'est la pipeline ou de fusion. C'est-à-dire, par exemple, si je veux traiter une image, il lui appliquer plusieurs opérations. Sur OpenCV, je suis obligé d'appliquer une opération, le premier filtre, puis le deuxième filtre, le troisième filtre, et ainsi de suite. Donc, il y aura des transferts si on travaille sur le CPU, entre la RAM et le CPU. Alors que Alid, il permet directement de faire des opérations en une seule passe sur la région qui se trouve au niveau du cache mémoire. Ça, c'est la plus grande différence. Ok. Merci. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un projet à côté d'Alid qui permet, par exemple, de réutiliser, au lieu de réimplémenter l'équation par nous-mêmes, la transformation de Fourier, par exemple? Est-ce que tu peux revenir sur la slide? Oula. Donc, au lieu de me casser la tête et de réimplémenter des milliers de lignes de code de transformation de Fourier, est-ce qu'il y a déjà un projet qui est open source, qui fait déjà ça et qui marche très bien pour Alid? Ou par exemple pour un autre filtre, celui de la place par exemple? Par rapport à ta question, il faut vraiment regarder, faut vraiment regarder sur le GitHub d'Alid. Est-ce qu'il propose déjà des solutions prédéfinies? Il propose déjà des solutions prédéfinies, mais par rapport à la transformation de Fourier, je ne sais pas si c'est déjà implémenté sur leur bibliothèque. D'accord. Mais généralement, on doit tout faire nous-mêmes. Ouais, ok. D'autres questions? Super, merci. Je pense que... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.